La lettre était arrivée un mardi matin, glissée sous la porte de la boulangerie comme un présage. Anaïs l'avait ramassée sans y penser, ses mains encore couvertes de farine, et son cœur s'était arrêté en reconnaissant l'écriture. 7 ans. 7 années entières, depuis qu'il était parti sans un mot, abandonnant leur appartement au-dessus du port, abandonnant les plans qu'ils avaient dessinés ensemble sur des nappes en papier, abandonnant la bague qu'elle portait encore à son doigt comme une cicatrice invisible. Thomas Kervella écrivait qu'il revenait. Il écrivait qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il écrivait qu'il voulait la reconquérir, comme si l'amour était une forteresse à reprendre et non un jardin qu'on laisse mourir par négligence. Anaïs avait froissé la lettre et l'avait jetée dans la poubelle près du four. Puis elle l'avait récupérée, puis jetée de nouveau. À la fin de la journée, elle l'avait lissée contre sa poitrine et relue 3 fois, chaque mot, s'enfonçant dans sa chair comme des hameçons. Il parlait de Marseille, de Sydney, de Santos, tous ces ports où il avait cru trouver quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Il parlait de nuits blanches à regarder l'océan en pensant à ses yeux gris. Il parlait de regrets qui pesaient plus lourds que toutes les ancres qu'il avait levées. Maintenant, debout devant le miroir fendu de sa salle de bain, Anaïs observait son reflet. Elle avait 32 ans. Et des fils d'argent dans ses cheveux, châtains. Son visage portait les marques de 7 années sans lui, 7 années à reconstruire une vie à partir de décombres. Et il osait revenir, armé seulement de mots sur du papier. Le port de l'Orient s'éveillait dans la brume matinale, les chalutiers se balançant doucement comme des berceaux. Anaïs connaissait chaque recoin de cette ville, chaque pavé mouillé, chaque odeur de marée mêlée au pain frais. C'était ici qu'elle avait rencontré Thomas. Il y avait 10 ans, lors de la fête des marins. Il portait son uniforme blanc et elle servait du cidre au stand de son père. Leurs regards s'étaient croisés par-dessus la foule et quelque chose d'irréversible s'était produit, comme une vague qui emporte tout sur son passage. Ils s'étaient aimés avec cette intensité particulière aux amours de jeunesse, quand on croit que la passion peut suffire à construire une existence. Thomas l'emmenait sur les digues après ses voyages, lui racontant les tempêtes et les dauphins, les couchers de soleil au milieu de nulle part. Elle lui parlait de ses rêves de pâtisserie, de cette boutique qu'elle voulait ouvrir avec vue sur la mer. Il faisait l'amour dans son petit studio sous les toits, les fenêtres ouvertes sur le bruit des mouettes et le claquement des voiles. Puis était venu ce matin de février où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Elle se souvenait encore de son visage qui s'était vidé de toutes ses couleurs, de ses mains qui avaient tremblé en tenant la tasse de café. Il avait murmuré qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il n'était pas prêt, que la mer était sa seule vérité. 3 jours plus tard, il était parti pour un embarquement de 6 mois vers l'Asie. Il n'était jamais revenu. Anaïs avait perdu le bébé 2 semaines après son départ. Une fausse couche brutale qui avait emporté avec elle tous les futurs possibles. Elle avait essayé de le joindre par tous les moyens, laissant des messages désespérés à la compagnie maritime, écrivant à tous les ports d'escale. Le silence de Thomas avait été sa seule réponse, un silence plus cruel que n'importe quelle insulte. Les premiers mois avaient été un brouillard de douleur. Sa mère venait chaque jour, forçait Anaïs à manger, à se lever, à continuer. Son père lui avait prêté l'argent pour la boulangerie, cette boutique, avec vue sur le port qu'elle avait toujours voulu. Le travail était devenu son refuge, ses mains plongées dans la pâte à 4 heures du matin, pétrissant sa rage et son chagrin en pain doré et en croissants croustillants. Elle avait appris à vivre avec ce vide, à sourire aux clients, à faire comme si la partie d'elle-même qui était morte avec Thomas n'avait jamais existé. Elle avait même essayé de rencontrer d'autres hommes. Marc, le professeur de lycée qui venait chaque dimanche acheter une tarte aux pommes. Julien, le vétérinaire qui l'avait invité 3 fois au cinéma avant de comprendre qu'elle n'était pas vraiment là. Ils étaient gentils, attentionnés, présents, tout ce que Thomas n'avait jamais été, mais à chaque fois qu'il la touchait, elle sentait quelque chose se refermer en elle, une porte qu'elle ne savait pas rouvrir. La clochette de la boutique tinta et Madame Guilloux entra, sa cliente la plus fidèle depuis l'ouverture.
La vieille femme commanda sa baguette habituelle, puis s'attarda, ses yeux perçants fixés sur Anaïs avec cette intuition que possèdent ceux qui ont vécu longtemps. « Quelque chose te tracasse aujourd'hui, ma petite, je le vois bien. » Anaïs hésita, puis sortit la lettre de sa poche. Elle ne savait même pas pourquoi elle l'avait apportée avec elle. Madame Guillou la lut lentement, ses lèvres bougeant en silence. Quand elle releva la tête, son expression était indéchiffrable. « Thomas Kervella, ce garçon qui t'a brisé le cœur. Il dit qu'il revient, qu'il veut me parler. Et toi, tu veux le voir ?» C'était la question qu'Anaïs s'était posée toute la nuit. Une partie d'elle voulait lui claquer la porte au nez, lui faire sentir une fraction de la douleur qu'elle avait endurée. Une autre partie, plus petite mais plus insistante, voulait comprendre. Comprendre pourquoi il était parti, pourquoi il revenait, si quelque chose de ce qu'ils avaient vécu avait été réel. Je ne sais pas, j'ai peur de ce que je pourrais ressentir. Madame Guillou posa sa main ridée sur celle d'Anaïs. La peur est une mauvaise conseillère, ma chérie, mais la colère aussi. Si tu dois le voir, fais-le pour toi, pas pour lui, pour fermer une porte ou pour découvrir qu'elle n'a jamais été vraiment fermée. Elle marqua une pause, son regard se perdant dans un souvenir lointain. Tu sais, quand tu as perdu le bébé, je venais te voir chaque soir. Tu ne t'en souviens peut-être pas, tu étais comme absente. Je m'asseyais près de ton lit et je te tenais la main. Tu répétais son nom dans ton sommeil. Thomas, Thomas, Thomas. Comme une prière ou une malédiction, je n'ai jamais su. Anaïs sentit sa gorge se serrer. Elle se souvenait vaguement de ses visites, de cette présence chaleureuse dans le brouillard de sa douleur. Je t'ai vu te reconstruire, morceau par morceau, continua Madame Guillou. Tu es devenue forte, ma petite, plus forte que tu ne l'aurais jamais été avec lui à tes côtés à cette époque. Alors si tu le revois, souviens-toi de ça. Tu n'es plus la fille brisée qui l'a abandonnée. Tu es une femme qui a survécu à son absence. Et si je lui pardonne, est-ce que je trahis tout ce que j'ai traversé? Le pardon n'est pas une trahison, Anaïs. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Mais le pardon ne signifie pas oublier. Et il ne signifie certainement pas qu'il mérite une seconde chance. Ça, c'est à toi de décider. Là, Anaïs monta à l'appartement qu'elle occupait toujours au-dessus de la boulangerie. C'était le même où elle avait vécu avec Thomas, bien qu'elle ait changé tous les meubles, repeint tous les murs. Elle ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit une boîte en fer blanc. À l'intérieur se trouvaient les vestiges de leur histoire, des photos jaunies, des tickets de cinéma, un coquillage ramassé sur une plage de l'île de Groix, une lettre qu'il lui avait écrite de Singapour avant que tout ne s'effondre. Elle relut cette lettre, ses yeux s'arrêtant sur chaque mot. Thomas parlait de leur avenir, de la maison qu'ils auraient un jour, des enfants qui couraient sur les plages bretonnes. Il écrivait qu'elle était son encre, la seule chose qui donnait un sens à tous ses départs. Comment un homme pouvait-il écrire de telles choses et disparaître quelques semaines plus tard? Comment pouvait-on aimer quelqu'un et lui infliger une telle absence? Le lendemain matin, Anaïs écrivit une réponse, courte, froide, pratique. Elle acceptait de le voir, une seule fois dans un lieu public, le café du port, là où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Pas dans la boulangerie, pas dans l'appartement. Elle ne lui donnerait pas accès à l'univers qu'elle avait reconstruit sans lui. Elle posta la lettre avant de pouvoir changer d'avis, la regardant disparaître dans la boîte aux lettres comme une bouteille jetée à la mer. Puis, elle retourna à ses fourneaux, pétrissant la pâte avec plus de force que nécessaire, tentant d'étouffer la voix dans sa tête qui lui disait qu'elle commettait une erreur monumentale. Thomas arriva le samedi suivant. Anaïs le vit descendre du car régional, un sac marin jeté sur l'épaule, ses cheveux plus longs que dans son souvenir, striés de gris aux tempes. Il portait une veste de marin usée et ses yeux scrutaient la foule avec une nervosité qu'elle ne lui avait jamais connue. Il avait maigri, des rides nouvelles creusaient son visage tanné par le soleil et le sel. 7 ans l'avaient transformé en étranger. Elle l'observait depuis la terrasse du café, cachée derrière ses lunettes de soleil, même si le ciel était couvert. Son cœur battait trop vite, trop fort. Elle avait mis une robe bleue, puis l'avait enlevée, puis
remise. Elle voulait être belle et détestait de le vouloir. Elle voulait qu'il voie ce qu'il avait perdu et se moquait de l'importance qu'elle accordait à son regard. Thomas la repéra enfin. Il traversa la place lentement, comme s'il marchait sur un pont de glace prêt à se briser. Quand il arriva à sa table, il resta debout, les mains dans les poches, l'air d'un condamné attendant sa sentence. Anaïs. Sa voix était la même, grave et douce, cette voix qui lui avait murmuré tant de promesses. Elle fit un geste vers la chaise en face d'elle. Incapable de parler, il s'assit, commanda un café qu'il ne boirait pas, et pendant un long moment, ils restèrent silencieux, le poids de 7 années suspendu entre eux comme un brouillard. « Tu as bonne mine » dit-il finalement, et elle faillit rire de l'absurdité de cette phrase. « Ne fais pas ça, Thomas, ne commence pas par des banalités. » Il hocha la tête, ses mains se crispant sur la tasse. « Tu as raison, je suis désolé, pour tout. » Pour la façon dont je suis parti, pour mon silence, pour avoir été le plus grand lâche que la terre ait jamais porté. Pourquoi? Le mot sortit plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi n'as-tu jamais répondu à mes messages? Tu savais ce que je traversais. Tu savais pour le bébé. Le visage de Thomas se décomposa. Je sais. J'ai appris pour la fausse couche par ton frère, 3 mois plus tard, dans un bar à Singapour. J'étais déjà tellement loin, tellement perdu. Je me suis dit que tu me haïssais, que je ne méritais pas de revenir, que tu serais mieux sans moi. Tu n'avais pas le droit de décider ça pour moi. Tu n'avais pas le droit de disparaître, comme si je ne comptais pas. Je sais. Sa voix se brisa. J'avais peur, Anaïs. Une peur panique. Quand tu m'as annoncé ta grossesse, j'ai vu toute ma vie se refermer comme un piège. J'avais 25 ans, je pensais avoir tout le temps du monde. L'idée d'être père, d'être responsable d'une autre vie, ça m'a paralysé. Alors, j'ai fait ce que je savais faire. J'ai fui vers la mer, et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Thomas regarda l'océan au loin, les vagues qui venaient mourir contre la digue. J'ai passé 7 ans à courir d'un port à l'autre, à chercher quelque chose que je n'arrivais pas à définir. J'ai connu d'autres femmes, d'autres villes, d'autres vies possibles, mais chaque fois que je fermais les yeux, je te voyais. Je voyais ton visage le matin de mon départ, cette façon dont tu m'avais regardé, comme si tu savais déjà que je ne reviendrais pas. Il sortit un paquet de cigarettes, puis se souvint qu'elle détestait ça et le remit dans sa poche. Il y a 6 mois, j'étais sur un cargo au large du Brésil. On a essuyé une tempête terrible, la pire de ma carrière. Sa voix se fit plus basse, plus intense. Les vagues de 15 mètres frappaient le cargo comme des poings de titan. J'étais attaché au bastingage, l'eau salée me brûlant les yeux, les poumons. Le bateau gémissait sous l'assaut, le métal craquait de partout. J'ai vu Rodriguez, notre second, emporté par une vague. Un instant, il était là, cramponnant au cordage. L'instant d'après, il avait disparu dans l'écume noire. Juste disparu, comme si l'océan l'avait avalé sans même y penser. Thomas tremblait maintenant, revivant ce moment. J'ai pensé que j'allais mourir. Pas dans 1 heure, pas dans 10 minutes. Maintenant, à chaque vague, je me disais, c'est celle-là qui va me prendre. Et tu sais ce qui est étrange? Je n'avais pas peur de la mort elle-même. J'avais peur de partir sans avoir vécu. Il leva enfin les yeux vers elle. Dans ce moment où la mort semblait inévitable, ce n'était pas ma vie qui défilait devant mes yeux. C'était un moment, un seul. Toi, le matin de mon départ, debout dans la cuisine en chemise de nuit, tenant cette tasse de café. Tu essayais de sourire, mais tes mains tremblaient. Tu m'avais dit « Reviens-moi ». Juste ça, reviens-moi. Et j'avais regardé cette femme que j'aimais, cette femme qui portait notre enfant, et je suis parti quand... Ah même! Une larme roula sur sa joue tannée, attachée à ce bateau qui coulait, avec l'eau qui m'arrachait la peau et le tonnerre qui me rendait sourd, j'ai enfin compris. J'avais passé 7 ans à fuir la seule chose qui aurait pu me sauver, la seule chose qui avait jamais compté, toi. Et quand l'aube est arrivée, quand la tempête s'est calmée et que j'ai réalisé que j'étais encore en vie, j'ai su que je devais revenir. Que tu me détestes ou que tu me pardonnes, je devais te revoir. Je devais te dire que tu avais raison de m'attendre, même si tu ne m'attendais plus. Il s'essuya le visage d'un geste brusque. J'ai démissionné dès qu'on a accosté à Santos.
j'ai passé 3 mois à travailler sur les docks pour payer mon retour. Chaque jour, je me réveillais en me demandant si j'aurais le courage de revenir, si tu accepterais de me voir, si 7 ans n'étaient pas trop longs pour espérer le pardon. Anaïs l'écoutait, le cœur serré. Elle voyait la sincérité brute dans ses yeux, la transformation que la peur de la mort avait opérée en lui. Mais la sincérité suffisait-elle à effacer 7 années de silence? Le bateau a failli couler, continua-t-il. J'étais attaché sur le pont, les vagues passaient par-dessus bord, et tout ce que je pensais, c'était que j'allais mourir sans t'avoir revu, sans t'avoir dit la vérité. Quelle vérité? Que tu es la seule femme que j'ai jamais aimée, que chaque jour passé loin de toi a été une erreur, que si tu acceptais de me laisser une chance, une seule, je passerais le reste de ma vie à réparer ce que j'ai cassé. Anaïs sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Que tu peux revenir après 7 ans avec de beaux mots et que tout sera effacé? Non, je sais que c'est impossible. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je devais essayer. Je devais te dire que si tu voulais bien me laisser prouver que j'ai changé, je le ferais. Chaque jour, de toutes les façons possibles. Elle le regarda vraiment pour la première fois, cherchant dans ses yeux bleus une trace du jeune homme qu'elle avait aimé. Il était là, enfoui sous les années et les regrets, mais il était là, et c'était ce qui la terrifiait le plus. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Thomas. Tu m'as brisé. Il m'a fallu des années pour recoller les morceaux. Je comprends. Je ne te demande pas de me faire confiance maintenant. Je te demande juste de me laisser rester, de me permettre de montrer qui je suis devenu. Anaïs ferma les yeux. Toutes les voix raisonnables dans sa tête hurlaient de refuser, de le renvoyer d'où il venait, de protéger ce qu'elle avait si durement construit. Mais il y avait cette autre voix, celle qu'elle avait essayé d'étouffer pendant 7 ans, qui murmurait qu'elle l'aimait encore, qu'elle l'avait toujours aimé, que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. « D'accord », dit-elle enfin, et le mot lui sembla énorme, chargé de tous les possibles et de tous les dangers. « Tu peux rester, mais à mes conditions. Je ne te promets rien, je ne te dois rien. Et si tu me fais souffrir encore une fois, je te jure que cette fois, ce sera définitif. » Le soulagement qui traversa le visage de Thomas fut si intense qu'elle détourna le regard. Il tendit la main par-dessus la table, hésitant, et après une longue seconde, elle la prit. Sa paume était calleuse, marquée par les cordages et le travail. Elle avait oublié la chaleur de sa peau. Et l'allié. Jours suivants prirent une étrangeté que Anaïs n'aurait jamais pu imaginer. Thomas loua une chambre dans une pension près du port et trouva du travail comme mécanicien dans un chantier naval. Il ne demanda rien, n'exigea rien. Il apparaissait simplement, comme une marée régulière. Le matin, il venait acheter son pain à la boulangerie. Il disait bonjour, commentait la météo, repartait avec une baguette sous le bras. Anaïs le servait avec une politesse glaciale, consciente des regards curieux de ses clients réguliers, qui avaient tous connu leur histoire. Madame Guilloux, en particulier, l'observait avec une attention de faucon. Un matin, après le départ de Thomas, elle s'approcha du comptoir. « Il a changé, ce garçon », dit-elle sans préambule. « Ou bien il est devenu meilleur acteur. Je ne sais pas encore, » admit Anaïs. « Il te regarde comme un homme qui a vu la mort et choisi la vie. Mais méfie-toi quand même, ma petite. Les hommes qui ont fui une fois peuvent de fuir à nouveau. C'est dans leur nature, comme l'eau qui cherche toujours le chemin le plus facile. Vous ne lui faites pas confiance ?» La vieille femme réfléchit longuement. « Je ne sais pas, mais je te fais confiance, toi. Tu es assez forte maintenant pour survivre s'il repart. Et c'est ça qui compte. » L'après-midi, Anaïs voyait parfois Thomas marcher sur les quais, les mains dans les poches de sa veste, regardant les bateaux avec cette nostalgie qu'elle lui connaissait bien. Il ne l'approchait jamais pendant ses promenades, respectant la distance qu'elle avait imposée. Le soir, il s'asseyait sur le banc en face de la boulangerie et lisait, levant parfois les yeux quand elle baissait le rideau de fer. Ils échangeaient un signe de tête, rien de plus. Cette routine s'installa pendant 2 semaines. Thomas était devenu une présence constante mais silencieuse, un fantôme matérialisé qui hantait les marges de sa vie.
Anaïs se surprenait à penser à lui plus qu'elle ne voulait l'admettre, à guetter sa silhouette dans la foule, à se demander s'il tiendrait vraiment sa promesse ou s'il s'envolerait à nouveau au premier coup de vent. Un soir de tempête, alors qu'elle refermait la boutique, elle le trouva trempé sous l'auvent, ses vêtements collés à sa peau, grelottant. Il avait attendu que l'orage passe pour rentrer à sa pension, trop têtu pour abandonner son poste d'observation quotidien. « Tu es complètement fou », dit-elle en sortant ses clés. « Monte, tu vas attraper la mort. » Elle s'était surprise elle-même en prononçant ces mots. Thomas la suivit sans un mot dans l'escalier étroit qui menait à l'appartement. Une fois à l'intérieur, elle lui tendit une serviette et mit de l'eau à bouillir pour du thé. Thomas regardait autour de lui avec une expression indéchiffrable. « Tu as tout changé, il le fallait. Je ne pouvais pas vivre dans notre passé. » Il hocha la tête, frottant ses cheveux avec la serviette. « C'est beau, ça te ressemble. » Ils burent leur thé en silence, le bruit de la pluie contre les vitres remplissant l'espace entre eux. Anaïs observait ses mains autour de la tasse, ses mains qu'il avait touchées avec tant de tendresse autrefois. Assise en face de lui, elle était consciente de chaque centimètre qui les séparait. Son corps se souvenait de lui d'une façon que son esprit refusait d'admettre. La courbe de ses épaules sous le pull trempé, la ligne de sa mâchoire plus anguleuse qu'avant, ses mains autour de la tasse, ces mêmes mains qui connaissaient chaque zone sensible de sa peau, qui savait exactement où la toucher pour lui faire perdre la raison. Elle se força à respirer, à maintenir la distance. Mais quelque chose en elle criait de le toucher, de vérifier s'il était réel, si cette chaleur qu'elle avait cru perdue à jamais existait encore. L'odeur de lui traversait l'espace entre eux, sel, savon et quelque chose de plus profond, de plus masculin, qui la ramenait à toutes ces nuits où il s'était endormi enlacé. Thomas leva les yeux et leurs regards se croisèrent. L'air sembla s'épaissir. Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Elle vit sa pomme d'Adam bouger quand il déglutit difficilement. « Anaïs » commença-t-il, sa voix rauque. « Non » dit-elle trop vite, trop fort. « Ne dis rien, parce que s'il parlait, s'il disait ce qu'elle voyait dans ses yeux, elle ne pourrait plus résister. Et elle n'était pas prête. Pas encore. Elle avait besoin de savoir qu'il resterait, pas juste pour une nuit de passion alimentée par la nostalgie et le désir, mais pour de vrai, pour toujours. Elle se demandait si elle était folle de l'avoir fait monter, si elle ouvrait une porte qu'elle avait scellée pour de bonnes raisons. « Raconte-moi où tu étais, » dit-elle soudain, brisant la tension. « Toutes ces années, je veux savoir. » Alors Thomas parla. Il parla de Marseille, où il avait travaillé sur des pétroliers, de Sydney, où il avait failli rester, tenté par une offre d'emploi à terre. Il parla de Santos, de Buenos Aires, de tous ces ports qui se ressemblaient au fond, avec leurs barres de marins et leurs aubes grises. Il parla des tempêtes, de la solitude océanique, de ces moments où le monde se réduisait à l'horizon infini et au roulis du navire. Il parla aussi des femmes. Une Australienne qui l'avait hébergé 3 mois, une Brésilienne qui lui avait appris le portugais, des histoires sans lendemain, des corps contre d'autres corps, des tentatives de combler un vide qui ne se comblait jamais. Anaïs l'écouta avec une douleur sourde dans la poitrine, mais elle avait demandé la vérité et il la lui donnait, sans filtre ni mensonge. « Et toi ?» demanda-t-il finalement. « Il y a eu quelqu'un ?»« Des tentatives. Rien qui est tenu. Je crois que j'étais trop cassé pour laisser entrer quelqu'un d'autre. Je suis désolé. C'est ma faute. Oui, c'est ta faute. Mais c'était aussi mon choix de rester bloqué. J'aurais pu guérir, j'aurais pu tourner la page. Je ne l'ai pas fait. » L'orage se calma progressivement, laissant place à une pluie fine et régulière. Thomas finit son thé et se leva pour partir, mais Anaïs posa sa main sur son bras. « Reste encore un peu. Parle-moi de cette tempête, celle qui t'a fait revenir. » Alors il se rassit et raconta. Les vagues de 15 mètres, le bateau qui craquait de toutes parts, l'équipage qui priait dans toutes les langues, la certitude d'y passer, l'acceptation de la mort, et puis, au milieu du chaos, cette vision d'elle, claire comme le jour, son visage tel qu'il était ce dernier matin, et
la compréhension brutale qu'il avait gâché la seule chose qui comptait vraiment. J'ai pensé à tous les matins où je ne t'avais pas réveillé avec un baiser, à toutes les fois où je t'avais dit que je partais alors que tu me suppliais de rester, à tous les mots que je n'avais jamais prononcés parce que je croyais avoir le temps. Et j'ai su que si je survivais, je reviendrais. Que tu me détestes ou que tu me pardonnes, je devais te revoir. Anaïs sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, une digue qu'elle avait construite brique par brique. Les larmes qu'elle avait retenues depuis des semaines se mirent à couler, silencieuses et chaudes, sur ses joues. Thomas tendit la main vers elle, hésitant, et cette fois, elle ne se déroba pas. Il essuya ses larmes avec son pouce, ce geste si familier qu'il lui fit mal. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle. « Je ne sais même pas si je le veux, mais je sais que je suis fatigué de porter toute cette colère. Elle pèse trop lourd, alors laisse-moi t'aider à la porter. Laisse-moi être là, même si c'est juste comme ami, comme présence. Je ne m'enfuirai plus, Anaïs. Je te le jure sur tout ce qui m'est sacré. » Elle le regarda dans les yeux, cherchant le mensonge, l'échappatoire, mais n'y trouva qu'une sincérité brute et douloureuse. Peut-être qu'il disait la vérité, peut-être que les gens pouvaient changer, ou peut-être qu'elle était simplement trop lasse de se battre contre ce qu'elle ressentait encore. « Reste cette nuit, » dit-elle, et les mots la surprirent autant que lui. « Sur le canapé, juste pour que tu sois au sec. » Ce fut le début d'un lent dégel. Thomas devint partie du quotidien d'Anaïs, non plus comme présence fantomatique, mais comme compagnon tangible. Il l'aidait à la boulangerie avant d'aller au chantier, portant les sacs de farine, nettoyant les plateaux. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes étaient attentifs, prévenants. Ils recommencèrent à se promener ensemble sur les digues, comme autrefois, mais différemment. Leur conversation était plus prudente, leur silence plus chargé. Ils réapprenaient à se connaître, découvrant qui ils étaient devenus dans l'absence de l'autre. Thomas lui parla de sa thérapie, commencée à Buenos Aires après une crise d'angoisse qu'il avait clouée au sol pendant 2 heures. Il avait affronté ses peurs, ses patterns de fuite, compris que son père absent avait fait de lui un homme incapable de s'ancrer. Il avait travaillé, douloureusement, à défaire ce qui était noué en lui depuis l'enfance. Anaïs lui parla de ses propres batailles, les nuits où elle ne dormait pas, hantée par le bébé qu'elle avait perdu, se demandant si c'était une fille ou un garçon, à quoi il aurait ressemblé. La dépression qui l'avait engourdi pendant des mois, jusqu'à ce que le simple fait de se lever soit une victoire. La reconstruction, morceau par morceau, jusqu'à retrouver quelque chose qui ressemblait à une vie. « Je regrette tellement de ne pas avoir été là, » dit Thomas un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis la jetée. « Tu as traversé tout ça seul. C'est impardonnable. Peut-être, mais je suis plus forte maintenant. Cette douleur m'a forcé à devenir quelqu'un que je n'aurais jamais été, sinon, je ne sais pas si je regrette ça. » Il la regarda avec une admiration mêlée de tristesse. « Tu es extraordinaire. Tu l'as toujours été, mais maintenant c'est différent. Tu rayonnes d'une lumière que je n'avais pas vue avant, parce que c'est une lumière qui ne vient pas de toi. C'est la mienne, je sais, et c'est ce qui fait que je t'aime encore plus. » Le mot resta suspendu entre eux. Amour. Il ne l'avait pas encore prononcé clairement depuis son retour, comme s'il attendait la permission. Anaïs sentit son cœur s'emballer, tirailler entre l'envie de se jeter dans ses bras et celle de fuir avant qu'il soit trop tard. « Ne dis pas ça, » murmura-t-elle. « Pas maintenant, pas avant que je sache si c'est vrai. » « Comment ? Peux-tu en douter, tout ce que j'ai fait depuis mon retour, c'est pour toi. Non, Thomas, tout ce que tu fais, tu le fais d'abord pour toi, pour soulager ta culpabilité, pour te racheter. Et c'est bien, c'est même nécessaire. Mais ne confonds pas ça avec l'amour. L'amour, c'est rester quand c'est difficile, c'est être là dans les tempêtes, pas juste revenir après. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Il hocha la tête lentement, accusant le coup. « Tu as raison, encore une fois. Alors, laisse-moi te le prouver, pas avec des mots, mais avec du temps, avec de la constance. » Et c'est ce qu'il fit. Les semaines passèrent, et Thomas resta. Quand Anaïs tomba malade avec une grippe terrible,
Il lui apporta du bouillon et des médicaments, veillant sur elle comme une sentinelle. Quand la boulangerie connut une panne de four en pleine saison touristique, il passa 3 nuits à réparer le système électrique avec un ami mécanicien. Quand sa mère lui rendit visite, méfiante et protectrice, il supporta son hostilité avec une patience infinie, répondant à toutes ses questions difficiles sans se dérober. Il était là, simplement là, jour après jour, ancré dans l'Orient comme il ne l'avait jamais été. Il refusa une offre d'embarquement lucratif pour un cargo vers le Japon. Il s'inscrivit à un cours de pâtisserie pour comprendre son métier. Il planta un jardin d'herbes aromatiques dans la cour de sa pension, se découvrant un amour inattendu pour voir les choses grandir. 3 mois après, son retour, tout bascula. C'était un mardi après-midi. Anaïs rangeait la boutique quand elle tomba sur une enveloppe que Thomas avait laissée sur le comptoir. Elle ne voulait pas l'ouvrir, elle avait appris à respecter sa vie privée, mais l'enveloppe était entr'ouverte et elle vit le logo d'une compagnie maritime internationale. Son sang se glaça, elle déplia la lettre malgré elle. C'était une offre d'emploi. Capitaine en second sur un paquebot de luxe faisant la liaison Europe-Caraïbes. Salaire triple de ce qu'il gagnait au chantier. Contrat de 3 ans avec possibilité de promotion rapide. La lettre était datée d'1 semaine. Anaïs sentit le sol se dérober sous ses pieds. 1 semaine. Il avait reçu cette offre il y a 1 semaine et ne lui avait rien dit. Exactement comme avant. Les secrets, les non-dits, cette façon qu'il avait de prendre des décisions qui les concernaient tous les deux sans jamais la consulter. Elle était encore là, la lettre tremblante entre ses mains, quand Thomas entra dans la boutique. Il vit l'enveloppe et son visage se vida de toutes ses couleurs. « Anaïs, laisse-moi t'expliquer. 1 semaine. » Sa voix était glaciale. « Tu as cette lettre depuis 1 semaine et tu ne m'as rien dit. Je voulais te le dire. Je cherchais le bon moment. » « Le bon moment ?» Elle rit, un son cassé et amer. « Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer que tu vas repartir, c'est ça ? Je ne vais pas partir. » Il fit un pas vers elle, mais elle recula. « Anaïs, écoute-moi. J'ai reçu cette offre la semaine dernière, c'est vrai. Et oui, j'ai hésité à t'en parler parce que je savais exactement ce que tu penserais. Que tu vas me quitter encore ? Que tu choisis la mer plutôt que moi ? Que toutes tes belles promesses ne valaient rien ? Non !» Sa voix monta désespérée, parce que je savais que tu aurais peur, comme maintenant, que tu verrais cette lettre comme une menace, alors que c'est le contraire. Le contraire. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Comment une offre pour partir 3 ans peut être le contraire d'une menace ? Thomas sortit une autre enveloppe de sa poche, les mains tremblantes. Parce que j'ai déjà répondu, il y a 4 jours. Voilà ma réponse. Anaïs prit la lettre qu'il lui tendait. C'était un refus formel, poli mais catégorique. Il déclinait l'offre, expliquait qu'il avait trouvé son ancrage à terre, que sa vie était désormais à l'Orient. Il demandait même à être retiré de leur liste de candidats potentiels pour toute future offre d'embarquement. « Je ne voulais pas t'en parler avant d'avoir refusé, » dit Thomas doucement, « parce que je ne voulais pas que tu penses, même 1 seconde, que j'hésitais. Je n'ai jamais hésité, Anaïs. Dès que j'ai ouvert cette enveloppe, j'ai su que ma réponse serait non. Mais je voulais le faire officiellement, proprement, pour qu'il n'y ait aucun doute. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi tu gardes ces choses pour toi ? Parce que je suis un idiot. » Il s'approcha lentement. Et cette fois, elle ne recula pas. Parce que j'ai encore tellement de chemin à faire pour réapprendre à partager ma vie avec quelqu'un. Parce que j'ai passé 7 ans à prendre toutes mes décisions seul et que je ne sais pas encore comment faire autrement. Il prit ses mains dans les siennes. Mais je veux apprendre. Je veux tout partager avec toi, même les offres que je refuse, même les tentations que je combats. Tu as raison d'être en colère. Tu as le droit de me faire confiance seulement quand je le mérite vraiment. Anaïs regarda leurs mains jointes, puis son visage. La peur était toujours là, tapie dans son ventre. Mais il y avait autre chose aussi. Il avait refusé. Sans hésiter, sans même la consulter, il avait refusé une offre qui aurait fait rêver n'importe quel marin. « Si tu reçois une autre offre, dit-elle lentement, tu me le dis immédiatement, même si tu sais déjà que tu vas refuser, même si tu penses que ça va me faire peur. Tu me le dis, je te le promets. Et si un jour, tu veux vraiment partir,
Elle devait poser la question, même si elle la terrifiait. « Si la mère te manque trop, si tu regrettes ton choix ?» Thomas la regarda droit dans les yeux. « Alors je viendrai t'en parler. Je ne disparaîtrai pas. Je ne prendrai pas ma décision seule. Et si je dois partir, ce sera avec toi ou pas du tout. Plus jamais sans toi. » Là, ils parlèrent pendant des heures. Vraiment parlèrent, sans retenue ni mur entre eux. Thomas avoua la panique qu'il avait ressentie en recevant l'offre, cette petite voix qui lui disait de fuir, de reprendre sa vie d'avant. Il avoua avoir failli répondre oui, juste par réflexe, avant de réaliser ce qu'il serait en train de détruire. Anaïs avoua sa terreur constante qu'il disparaisse. Cette voix dans sa tête qui lui disait que le bonheur ne durait jamais, que les hommes comme Thomas finissaient toujours par partir. Elle avoua qu'elle vérifiait parfois sa chambre à la pension, juste pour s'assurer que ses affaires étaient toujours là. « Je suis fatiguée d'avoir peur, » dit-elle finalement. « Mais je ne sais pas comment arrêter, on arrêtera ensemble, » répondit Thomas. « Un jour à la fois. Une décision partagée à la fois, jusqu'à ce que tu saches, au plus profond de toi, que je ne partirai plus. » Après cette crise, quelque chose changea entre eux. Les murs tombèrent. Ils devinrent plus vrais l'un avec l'autre, plus vulnérables. Thomas commença à partager chaque détail de sa journée, même les plus insignifiants. Anaïs apprit à exprimer ses peurs au moment où elles surgissaient, au lieu de les laisser grandir en silence. Anaïs observait ces changements avec un mélange de fascination et d'espoir prudent. Elle sentait ses défenses s'effriter progressivement, comme une falaise rongée par la marée. Il y avait des moments de douceur, leurs doigts qui se frôlaient en lavant la vaisselle, leurs regards qui s'attardaient trop longtemps, cette tension qui vibrait entre eux comme une corde de violon. Un soir de septembre, alors qu'ils se marchaient sur la plage après la fermeture, Anaïs s'arrêta brusquement. Le soleil déclinant embrasait l'océan et le vent portait l'odeur du sel et des algues. Elle se tourna vers Thomas, le cœur battant. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi à nouveau. Et ça me terrifie. » Thomas ne bougea pas, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque ne rompe le charme. « Pourquoi ça te terrifie ? Parce que la dernière fois que je t'ai aimée, ça m'a détruite. Parce que j'ai peur que tu... Oh Bart, encore. Parce que même si tu as changé, même si tu restes maintenant, je ne sais pas si je peux survivre à te perdre une deuxième fois. » Il s'approcha lentement, tendant les mains vers elle, comme on approche d'un animal blessé. « Je ne peux pas te promettre la perfection, je ne peux pas te promettre qu'on ne souffrira jamais, mais je peux te promettre que je ne partirai plus, que si la tempête vient, je resterai et on l'affrontera ensemble, que tu es mon port d'attache et que j'ai fini de naviguer. » Anaïs sentit les dernières barrières céder. Elle se jeta dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion et toute la rage accumulée pendant 7 ans. Ils tombèrent dans le sable, leurs corps se retrouvant avec une urgence qui était à la fois familière et nouvelle. C'était comme rentrer chez soi et découvrir un territoire inconnu en même temps. Là, ils firent l'amour dans l'appartement, lentement, avec une tendresse qui tenait autant de la reconnaissance que du désir. Thomas embrassait chaque centimètre de sa peau comme s'il voulait mémoriser son corps, et Anaïs s'abandonnait à ses caresses avec un soulagement qui ressemblait à une libération. Après, alors qu'ils étaient allongés dans le noir, écoutant le bruit de la mer par la fenêtre ouverte, Anaïs parla enfin du bébé. Elle lui raconta chaque détail, la crampe soudaine au milieu de la nuit, le sang, la panique, l'hôpital froid et impersonnel, le médecin qui lui avait dit que c'était fini avec une neutralité, clinique. Elle lui raconta les semaines de vide qui avaient suivi, cette impression que son corps l'avait trahi. Thomas pleura contre son épaule, ses larmes chaudes sur sa peau. « Je suis tellement désolé. Si j'avais été là, si seulement j'avais été là. Mais tu n'étais pas là, et on doit vivre avec ça, toi et moi. Cette douleur fait partie de notre histoire maintenant. Est-ce que tu veux des enfants? Maintenant, je veux dire. Si on recommence. » Anaïs réfléchit longuement. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais pas tout de suite. J'ai besoin qu'on se retrouve d'abord, qu'on construise quelque chose de solide. Et j'ai besoin de savoir que tu resteras vraiment avant de prendre ce risque à nouveau. Je resterai, je te le jure.
Les mois suivants furent un mélange de joie retrouvée et de travail difficile, parce que se reconstruire ensemble n'était pas simple. Il y avait des disputes, des moments où les vieilles blessures se rouvraient, des fois où Anaïs se fermait complètement, incapable de faire confiance, des fois où Thomas se sentait submergé par la culpabilité et voulait tout abandonner parce qu'il ne se sentait pas digne d'elle. Ils décidèrent de consulter un thérapeute de couple, une femme sage, qui les força à affronter leur schéma, à communiquer vraiment. Anaïs apprit à exprimer sa peur sans la transformer en arme. Thomas apprit à rester dans l'inconfort au lieu de fuir. 1 an après son retour, Thomas proposa à Anaïs de l'épouser. Pas avec une grande mise en scène, mais simplement un matin dans la boulangerie, alors qu'ils préparaient le pain ensemble. Il sortit une bague simple en argent, gravée de vagues. « Je sais que j'ai déjà gâché une demande en mariage. Je sais que je ne mérite peut-être pas une seconde chance, mais je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, à être l'homme que tu mérites. Alors je te demande, veux-tu m'épouser ?» Anaïs regarda la bague, puis son visage. Elle pensa à tout le chemin parcouru, à toute la douleur et à toute la guérison. Elle pensa à l'homme qu'il était devenu, à la femme qu'elle était devenue. Et elle sut que sa réponse était oui, mais pas sans condition. Oui, mais avec une règle. Si un jour tu sens l'envie de partir, de fuir, tu viens d'abord m'en parler. Tu ne disparais pas, tu affrontes. Tu promets? Je promets. Ils se marièrent 6 mois plus tard, sur la plage de l'Orient, entourés de leurs proches. C'était une cérémonie simple, pieds nus dans le sable, avec le bruit des vagues en guise de musique. Quand ils échangèrent leurs vœux, Anaïs parla de pardon et de courage. Thomas parla d'ancrage et de gratitude. Madame Guilloux était là, au premier rang, pleurant doucement dans son mouchoir brodé. Après la cérémonie, elle serra Anaïs dans ses bras. « Tu as fait le bon choix, ma petite », murmura-t-elle. « Je le vois dans ses yeux, il est enfin arrivé à bon port. » 2 ans après leur mariage, Anaïs tomba enceinte. Quand elle vit les 2 lignes roses sur le test, elle resta figée dans la salle de bain et pendant 10 minutes, les souvenirs l'assaillirent comme des vagues. La dernière fois, la joie suivie de la terreur, l'annonce à Thomas, son visage qui se fermait, la fausse couche. Son corps se souvint de la douleur, de la perte, du vide. Elle descendit à la boulangerie où Thomas pétrissait la pâte pour le lendemain. Il leva les yeux, vit son expression et sut immédiatement. « Anaïs, je suis enceinte. » Le silence s'étira entre eux, lourd de tout leur passé. Puis Thomas posa la pâte, s'essuya les mains sur son tablier et traversa la pièce pour la prendre dans ses bras. Il tremblait. « Je suis là, » dit-il contre ses cheveux. « Cette fois, je suis là, et je resterai, pour chaque échographie, chaque rendez-vous, chaque peur, chaque joie. Je ne te quitterai pas. » Et il tint parole. Thomas fut là à chaque échographie, tenant sa main si fort qu'elle en avait mal. Il posait 1000 questions au médecin, lisait tous les livres sur la grossesse, préparait la chambre du bébé avec un soin maniaque. La nuit, il posait sa main sur son ventre arrondi et parlait à leur enfant, lui promettant d'être le père qu'il n'avait pas su être la première fois. Anaïs voyait sa peur aussi, cette terreur qu'il arrive quelque chose, que l'histoire se répète. Il se réveillait parfois en pleine nuit, paniqué, vérifiant qu'elle respirait bien. Au 6e mois, alors que le risque de fausse couche avait considérablement diminué, il pleura de soulagement pendant 1 heure. « On va vraiment y arriver », dit-il, émerveillé. « On va être parents. Tu avais des doutes ? Chaque jour, j'ai eu tellement peur que le destin nous punisse, que je perde encore cette chance. » Anaïs prit son visage entre ses mains. « Le destin ne nous punit pas, Thomas. Il nous donne une 2e chance. Et cette fois, on est prêt. » Leur fille naquit par une matinée de printemps, après 18 heures de travail épuisant. Thomas resta à ses côtés tout le temps, épongeant son front, tenant sa main, respirant avec elle. Quand les dernières contractions vinrent, il pleurait autant qu'elle. Et puis le premier cri retentit, ce son qui change tout à jamais. Ils l'appelèrent Marine, en hommage à l'océan qui les avait séparés et réunis. Elle avait les yeux gris de sa mère et une touffe de cheveux noirs comme son père. Quand l'infirmière la déposa dans les bras d'Anaïs, Thomas s'agenouilla près du lit, regardant sa fille avec une expression d'émerveillement absolu. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Tu es parfaite.
Merci. Anaïs, merci de m'avoir laissé revenir. Merci de m'avoir donné cette vie. Tenir sa fille dans ses bras, avec Thomas à ses côtés qui pleurait de joie, Anaïs sut que le long voyage de leur amour en valait la peine. Toute la douleur, toute l'attente, toutes les batailles avaient mené à cet instant précis où ils étaient enfin complets, enfin ancrés l'un à l'autre et à cette nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble. Les premiers mois avec Marine furent à la fois épuisants et magiques. Thomas se révéla un père dévoué, changeant les couches, sans rechigner, se levant la nuit pour les biberons, berçant leur fille pendant des heures quand elle pleurait. Anaïs le regardait parfois, incrédule, se demandant si c'était vraiment le même homme qui avait fui il y a 7 ans. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient tous les trois blottis sur le canapé. « À quel point tu as changé ? À quel point nous avons tous les deux changé ? Tu regrettes quelque chose ?» Elle réfléchit. « Honnêtement, je regrette la douleur. Je regretterai toujours le bébé qu'on a perdu. Mais je ne regrette pas le chemin qui nous a menés ici. Sans tout ça, on ne serait pas ces personnes. Tu ne serais pas ce père, je ne serais pas cette mère. » Le soir, quand Marine dormait dans son berceau, Thomas et Anaïs s'asseyaient sur le balcon de l'appartement, regardant le port s'endormir. Il prenait sa main et elle appuyait sa tête contre son épaule. Et dans ce silence partagé, il y avait tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient surmonté, tout ce qu'ils étaient devenus. L'histoire de Thomas et Anaïs n'était pas un conte de fées. C'était quelque chose de plus complexe et de plus vrai. L'histoire de 2 personnes imparfaites qui avaient choisi de se battre pour leur amour, encore et encore, malgré les tempêtes et les naufrages. C'était l'histoire d'un homme qui avait appris à rester et d'une femme qui avait appris à faire confiance à nouveau. C'était l'histoire d'un amour qui avait dû mourir pour renaître plus fort, plus authentique, plus résilient. Et chaque matin, quand Thomas se réveillait à côté d'Anaïs, quand il entendait les gazouillis de Marine dans la chambre voisine, quand il sentait l'odeur du pain frais qui montait de la boulangerie, il remerciait cette tempête au large du Brésil qui lui avait fait comprendre ce qui comptait vraiment. Il remerciait Anaïs d'avoir eu le courage de lui donner une seconde chance. Et il se promettait, comme chaque jour depuis son retour, de mériter cette vie qu'il avait failli perdre à jamais. Le port de l'Orient continuait sa vie éternelle, les marées montant et descendant, les bateaux partant et revenant. Mais pour Thomas Kervella, il n'y avait plus qu'un seul port qui comptait, un seul endroit où jeter l'ancre pour toujours, le cœur de la femme qu'il avait perdue et retrouvée, la femme qui lui avait appris que le vrai courage n'était pas de naviguer vers l'horizon, mais de rester quand la tempête gronde, de construire quand tout s'effondre, d'aimer même quand c'était difficile. Et dans cette leçon se trouvait toute la beauté et toute la douleur de ce qu'ils avaient vécu ensemble. Une histoire d'amour qui avait survécu à l'absence, à la trahison, à la perte, pour renaître plus vraie et plus profonde. Une histoire qui prouvait que parfois les secondes chances existent vraiment, mais seulement quand on est prêt à faire le travail nécessaire pour les mériter.